Lu et signé. Lu et signé. Lu Et signé. Lu, lu lu et signé. lu Lu et signé. Lu et signé. Il retourna sur le champ de bataille, donna aux soldats l'ordre de se retirer sur Cholet, laissa à son collègue le commandement de la troupe et revint près de la jeune Vendéenne. Il la trouva prête à le suivre. Tous deux se dirigèrent vers une espèce de grande route qui traverse la Romagne, où le domestique de Marceau l'attendait avec des chevaux de main, qui ne pouvaient pénétrer dans l'intérieur du pays, où les routes ne sont que ravins et fondrières. Là, son embarras redoubla. Il craignait que sa jeune compagne ne sût pas monter à cheval et n'eût pas la force de marcher à pied. Mais elle l'eut bientôt rassuré, en manœuvrant sa monture avec moins de force, mais autant de grâce que le meilleur cavalier. Elle vit la surprise de Marceau et sourit. « Vous serez moins étonné, lui dit-elle, lorsque vous me connaîtrez. Vous verrez par quelle suite de circonstances les exercices des hommes me sont devenus familiers. Vous avez l'air si bon que je vous dirai tous les événements de ma vie, si jeune et déjà si tourmentée. »« Oui, mais plus tard, dit Marceau. Nous aurons le temps, car vous êtes ma prisonnière. Et pour vous-même, je ne veux pas vous rendre votre liberté. Maintenant, ce que nous avons à faire est de gagner Cholet au plus vite. Ainsi donc, affermissez-vous sur votre selle et au galop, mon cavalier. »« Au galop, » reprit la Vendéenne. Et 3/4 d'heure après, ils entraient à Cholet. Le général en chef était à la mairie. Marceau monta, laissant à la porte son domestique et sa prisonnière. Il rendit compte en quelques mots de sa mission et revint avec sa petite escorte chercher un gîte à l'hôtel des Sans-Culottes, inscription qui avait remplacé sur l'enseigne les mots « Au Grand Saint-Nicolas ». Marceau retint 2 chambres. Il conduisit la jeune fille à l'une d'elles, l'invita à se jeter tout habillée sur son lit pour y prendre quelques instants d'un repos dont elle devait avoir grand besoin après la nuit affreuse qu'elle venait de passer, et alla s'enfermer dans la sienne, car maintenant, il avait la responsabilité d'une existence, et il fallait qu'il songeât aux moyens de la conserver. Blanche, de son côté, avait à rêver aussi, à son père d'abord, puis à ce jeune général républicain, à la figure et à la voix douce. Tout cela lui semblait un songe. Elle marchait pour s'assurer qu'elle était bien éveillée, s'arrêtait devant une glace pour se convaincre que c'était bien elle, puis elle pleurait en songeant à l'abandon dans lequel elle se trouvait. L'idée de sa mort, de la mort de l'échafaud, ne lui vint même pas. Marceau avait dit avec sa voix douce « Je vous sauverai ». Puis, pourquoi, elle, née d'hier, l'aurait-on fait mourir? Belle et inoffensive, pourquoi les hommes auraient-ils demandé sa tête et son sang? À peine pouvait-elle croire elle-même qu'elle courut un danger. Son père, au contraire, chef vendéen, il tuait et pouvait être tué. Mais elle, pauvre jeune fille, donnant encore la main à l'enfance. Oh, bien loin de croire à de tristes présages, la vie était belle et toute joyeuse, l'avenir immense. Cette guerre finirait. Le château vide verrait revenir ses hôtes. Un jour, un jeune homme fatigué y demanderait l'hospitalité. Il aurait 24 ou 25 ans, une voix douce, des cheveux blonds, un habit de général. Il resterait longtemps. Rêve, rêve, pauvre Blanche. Il y a un âge de la jeunesse où le malheur est si étranger à l'existence qu'il semble qu'il ne pourra jamais s'y acclimater,
quelque triste que soit une idée, elle s'achève par un sourire. C'est que l'on ne voit la vie que d'un côté de l'horizon. C'est que le passé n'a pas encore eu le temps de faire douter de l'avenir. Marceau rêvait aussi. Mais lui voyait déjà dans la vie. Il connaissait les haines politiques du moment. Il savait les exigences d'une révolution. Il cherchait un moyen de sauver Blanche qui dormait. Un seul se présentait à son esprit. C'était de la conduire lui-même à Nantes, où habitait sa famille. Depuis 3 ans, il n'avait vu ni sa mère ni sa sœur, et se trouvant à quelques lieues seulement de cette ville, il paraissait tout naturel qu'il demandât une permission au général en chef. Il s'arrêta à cette idée. Le jour commençait à paraître. Il se rendit chez le général Westermann. Ce qu'il demandait lui fut accordé sans difficulté. Il voulait qu'elle lui fût remise à l'instant même, ne croyant pas que Blanche pût partir assez tôt. Mais il fallait que cette permission portât une seconde signature, celle du représentant du peuple, Delmar. Il n'y avait qu'une heure qu'il était arrivé avec la troupe de l'expédition. Il prenait dans la chambre voisine quelques instants de repos. Et aussitôt son réveil, le général en chef promit à Marceau de la lui envoyer. En rentrant à l'auberge, il rencontra le général Dumas, qui le cherchait. Les 2 amis n'avaient pas de secret l'un pour l'autre. Bientôt, il sut toute l'aventure de la nuit. Tandis qu'il faisait préparer le déjeuner, Marceau monta chez sa prisonnière, qu'il avait déjà fait demander. Il lui annonça la visite de son collègue, qui ne tarda pas à se présenter. Ses premiers mots rassurèrent Blanche, et après un instant de conversation, elle n'éprouvait plus que la gêne inséparable de la position d'une jeune fille placée au milieu de 2 hommes qu'elle connaît à peine. Ils allaient se mettre à table lorsque la porte s'ouvrit. Le représentant du peuple Delmar parut sur le seuil. À peine avons-nous eu le temps au commencement de cette histoire de dire un mot de ce nouveau personnage. C'était un de ces hommes que Robespierre mettait comme un bras au bout du sien pour atteindre en province, qui croyaient avoir compris son système de régénération parce qu'il leur avait dit « il faut régénérer », et entre les mains desquels la guillotine était plus active qu'intelligente. Cette apparition sinistre fit tressaillir Blanche, avant même qu'elle sût qui il était. « Ah ah !» dit-il à Marceau. « Tu veux déjà nous quitter, citoyen général? Mais tu t'es si bien conduit cette nuit que je n'ai rien à te refuser. Cependant, je t'en veux un peu d'avoir laissé échapper le marquis de Beaulieu. J'avais promis à la Convention de lui envoyer sa tête. » Blanche était debout, pâle et froide, comme une statue de la terreur. Marceau, sans affectation, se plaça devant elle. « Mais ce qui est différé n'est pas perdu, » continua-t-il. « Les limiers républicains ont bon nez et bonnes dents, et nous suivons sa piste. Voilà la permission, ajouta-t-il. Elle est en règle. Tu partiras quand tu voudras. Mais auparavant, je viens te demander à déjeuner. Je n'ai pas voulu quitter un brave tel que toi sans boire au salut de la République et à l'extermination des brigands. » Dans la position où se trouvaient les 2 généraux, cette marque d'estime ne leur était rien moins qu'agréable. Blanche s'était assise et avait repris quelque courage. On se mit à table et la jeune fille, pour ne pas se trouver en face de Delmar, fut obligée de prendre place à ses côtés. Elle s'assit assez loin de lui, pour ne pas le toucher, et se rassura peu à peu en s'apercevant que le représentant du peuple s'occupait plus du repas que des convives qui le partageaient avec lui. Cependant, de temps en temps, 1 ou 2 paroles sanglantes tombaient de ses lèvres et faisaient passer un frisson dans les veines de la jeune fille. Mais du reste, aucun danger réel ne paraissait exister pour elle.
Les généraux espéraient qu'il les quitterait sans même lui adresser une parole directe. Le désir de partir était pour Marceau un prétexte d'abréger le repas. Il touchait à sa fin, chacun commençait à respirer plus à l'aise, lorsqu'une décharge de mousqueterie se fit entendre sur la place de la ville, située en face de l'auberge. Les généraux sautèrent sur leurs armes qu'ils avaient déposées près d'eux. Delmare les arrêta. « Bien, mes braves, dit-il en riant et en balançant sa chaise. « Bien, j'aime à voir que vous êtes sur vos gardes. Mais remettez-vous à table. Il n'y a rien à faire là pour vous. » « Qu'est-ce donc que ce bruit ?» dit Marceau. « Rien, » reprit Delmare. « Les prisonniers de cette nuit qu'on fusille. » Blanche jeta un cri de terreur. « Oh, les malheureux !» s'écria-t-elle. Delmare posa son verre, qu'il allait porter à ses lèvres, se retourna lentement vers elle. « Ah, voilà qui va bien, dit-il. Si maintenant les soldats tremblent comme des femmes, il faudra habiller les femmes en soldats. Il est vrai que tu es bien jeune, ajouta-t-il en lui prenant les deux mains et en la regardant en face. Mais tu t'y habitueras. »« Oh, jamais, jamais !» s'écria Blanche, sans songer combien il était dangereux pour elle de manifester ses sentiments devant un semblable témoin. « Jamais je ne m'habituerai à de telles horreurs. » « Enfant, » reprit Delmare en lâchant ses mains, « crois-tu que l'on puisse régénérer une nation sans lui tirer du sang? Réprimer les factions sans dresser d'échafaud? As-tu jamais vu une révolution passer sur un peuple le niveau de l'égalité sans abattre quelques têtes? Malheur, alors malheur aux grands, car la baguette de Tarquin les a désignés. » Il se tut un instant, puis continua. « D'ailleurs, qu'est-ce que la mort? Un sommeil sans songe, sans réveil? Qu'est-ce que le sang? Une liqueur rouge, à peu près semblable à celle que contient cette bouteille, et qui ne produit d'effet sur notre esprit que par l'idée qu'on y attache. Son breuil en a bu. Eh bien, tu te tais? Voyons. N'as-tu pas à la bouche quelque argument philanthropique? À ta place, un Girondin ne resterait pas court. » Blanche était donc forcée de continuer cette conversation. « Oh, dit-elle en tremblant, êtes-vous bien sûr que Dieu vous ait donné le droit de frapper ainsi? » Dieu ne frappe-t-il pas, lui? Oui, mais il voit au-delà de la vie. Tandis que l'homme, quand il tue, ne sait ni ce qu'il donne, ni ce qu'il ôte. Soit. Eh bien, l'âme est immortelle ou elle ne l'est pas. Si le corps n'est que matière, est-ce un crime de rendre un peu plus tôt à la matière ce que Dieu lui avait emprunté? Si une âme l'habite, et que cette âme soit immortelle, je ne puis la tuer. Le corps n'est qu'un vêtement que je lui ôte. Ou plutôt, une prison dont je la tire. Maintenant, écoute un conseil, car je veux bien t'en donner un. Garde tes réflexions philosophiques et tes arguments de collège pour défendre ta propre vie, si jamais tu tombes entre les mains de Charette ou de Bernard de Marigny, car ils ne te feraient pas plus grâce que je ne l'ai faite à leurs soldats. Quant à moi, tu te repentirais peut-être de les répéter une seconde fois en ma présence. Souviens-t'en. » Il sortit. Il y eut un moment de silence. Marceau posa ses pistolets qu'il avait armés pendant cette conversation. « Oh, dit-il en le suivant du doigt, jamais homme sans s'en douter n'a touché la mort de si près que tu viens de le faire. Blanche, savez-vous que si un geste, un mot lui était échappé qui prouvasse qu'il ne vous reconnaissait, savez-vous que je lui brûlais la cervelle? » Elle n'écoutait pas. Une seule idée la possédait. C'est que cet homme était chargé de poursuivre les débris de l'armée que commandait le marquis de Beaulieu. « Oh mon Dieu, disait-elle,
en cachant sa tête dans ses mains. « Oh mon Dieu, quand je pense que mon père peut tomber aux mains de ce tigre, que s'il eût été fait prisonnier cette nuit, il était possible que là, devant, c'est exécrable, c'est atroce. N'est-il donc plus de pitié dans ce monde? Oh, pardon, dit-elle à Marceau. Qui plus que moi doit savoir le contraire? Mon Dieu, mon Dieu. » Dans ce moment, le domestique entra et annonça que les chevaux étaient prêts. « Partons, au nom du ciel, partons. Il y a du sang dans l'air qu'on respire ici. »« Partons, » répondit Marceau. Et tous trois descendirent à l'instant. Marceau trouva à la porte un détachement de 30 hommes que le général en chef avait fait monter à cheval pour l'escorter jusqu'à Nantes. Dumas les accompagna quelque temps, mais à 1 lieue de Cholet, son ami insista fortement pour qu'il y retournât. De plus loin, il eût été dangereux de revenir seul. Il prit donc congé d'eux, mit son cheval au galop et disparut bientôt à l'angle d'un chemin. Puis Marceau désirait se trouver seul avec la jeune Vendéenne. Elle avait l'histoire de sa vie à lui raconter, et il lui semblait que cette vie devait être pleine d'intérêt. Il rapprocha son cheval de celui de Blanche. « Eh bien, lui dit-il, maintenant que nous sommes tranquilles et que nous avons une longue route à faire, causons de vous. Je sais qui vous êtes, mais voilà tout. Comment vous trouviez-vous dans ce rassemblement? D'où vous vient cette habitude de porter des habits d'homme? Parlez. Nous autres soldats, nous sommes habitués à entendre des paroles brèves et dures. Parlez-moi longtemps de vous, de votre enfance. Je vous en prie. » Marceau, sans savoir pourquoi, ne pouvait s'habituer à employer, en parlant à Blanche, le langage républicain de l'époque. Blanche alors lui raconta sa vie. Comment jeune, sa mère était morte et l'avait laissée tout enfant aux mains du marquis de Beaulieu. Comment son éducation, donnée par un homme, l'avait familiarisée avec des exercices qui, lorsqu'éclata l'insurrection de la Vendée, lui étaient devenus si utiles et lui avaient permis de suivre son père. Elle lui déroula tous les événements de cette guerre, depuis l'émeute de Saint-Florent jusqu'au combat où Marceau lui sauva la vie. Elle parla longtemps, comme il le lui avait demandé, car elle voyait qu'on l'écoutait avec bonheur. Au moment où elle achevait son récit, on aperçut à l'horizon Nantes, dont les lumières tremblaient dans la brume. La petite troupe traversa la Loire et quelques instants après, Marceau était dans les bras de sa mère. Après les premiers embrassements, il présenta à sa famille sa jeune compagne de voyage. Quelques mots suffirent pour intéresser vivement sa mère et ses sœurs. À peine Blanche eut-elle manifesté le désir de reprendre les habits de son sexe que les 2 jeunes filles l'entraînèrent à l'envi et se disputèrent le plaisir de lui servir de femme de chambre. Cette conduite, si simple qu'elle paraisse au premier abord, acquérait cependant un grand prix par les circonstances du moment. Nantes se débattait sous le proconsulat de Carrier. C'est un étrange spectacle pour l'esprit et les yeux que celui d'une ville entière, toute saignante des morsures d'un seul homme. On se demande d'où vient cette force que prend une volonté sur 80 000 individus qu'elle domine. Et comment, quand un seul dit « je veux », tous ne se lèvent point pour dire « c'est bien, mais nous ne voulons pas, nous ». C'est qu'il y a habitude de servilité dans l'âme des masses, que les individus seuls ont parfois d'ardents désirs d'être libres. C'est que le peuple, comme le dit Shakespeare, ne connaît d'autre moyen que de récompenser l'assassin de César qu'en le faisant César. Voilà pourquoi il y a des tyrans de liberté, comme il y a des tyrans de monarchie. Donc, le sang coulait à Nantes par les rues. Et Carrier, qui était à Robespierre ce qu'est l'hyène au tigre et le chacal au lion,
se gorgeait du plus pur de ce sang, en attendant qu'il le rendît mêlé au sien. C'étaient des moyens tout nouveaux de massacre. La guillotine s'ébrèche si vite. Il imagina les noyades, dont le nom est devenu inséparable de son nom. Des bateaux furent confectionnés exprès dans le port. On savait dans quel but. On venait les voir sur le chantier. C'était chose curieuse et nouvelle que ces soupapes de 20 pieds qui s'ouvraient pour précipiter à fond d'eau les malheureux destinés à ce supplice. Et le jour de leur essai, il y eut presque autant de peuple sur la rive que lorsqu'on lance un vaisseau avec un bouquet à son grand mât et des pavillons à toutes ses vergues. Oh, 3 fois malheur aux hommes qui, comme Carrier, ont appliqué leur imagination à inventer des variantes à la mort. Car tout moyen de détruire l'homme est facile à l'homme. Malheur à ceux qui, sans théorie, ont fait des meurtres inutiles. Ils sont cause que nos mères tremblent en prononçant les mots « révolution » et « république », inséparables pour elles des mots « massacre » et « destruction ». Et nos mères nous font hommes. Et à 15 ans, lequel d'entre nous, en sortant des mains de sa mère, ne frémissait pas aussi aux mots « révolution » et « république » ? Lequel de nous n'a pas eu toute son éducation politique à refaire avant d'oser envisager froidement ce chiffre qu'il avait regardé longtemps comme fatal ? 93. Auquel de nous n'a-t-il pas fallu toute sa force d'homme de 25 ans pour envisager en face les 3 colosses de notre révolution, Mirabeau, Danton, Robespierre ? Mais enfin, nous nous sommes habitués à leur vue. Nous avons étudié le terrain sur lequel ils marchaient, le principe qui les faisait agir. Et involontairement, nous nous sommes rappelés ces terribles paroles d'une autre époque. Chacun d'eux n'est tombé que parce qu'il a voulu enrayer la charrette du bourreau qui avait encore besogne à faire. Ce ne sont point eux qui ont dépassé la Révolution, mais la Révolution qui les a dépassés. Ne nous plaignons pas cependant. Les réhabilitations modernes se font vite, car maintenant, le peuple écrit l'histoire du peuple. Il n'en était point ainsi du temps de messieurs les historiographes de la couronne. N'ai-je pas entendu dire tout enfant que Louis XI était un mauvais roi et Louis XIV un grand prince ? À suivre. À suivre.